Bonjour à tous, on continue le cours sur le système reproducteur. Cette fois-ci, nous allons aborder le système reproducteur féminin. Dans ce premier schéma, on voit une vision d'ensemble de système reproducteur féminin interne. On peut voir le vagin, qui est un conduit qui mène vers l'extérieur. Il mène à l'utérus et entre l'utérus et le vagin, on peut voir qu'il y a le col de l'utérus, dont nous parlerons un petit peu plus au moment de la grossesse. On voit que l'utérus est entouré de deux canaux, un à droite et un à gauche, qui sont les trompes de Fallope, et chacune des trompes de Fallope mène à un ovaire. On a ici un ovaire, et ici on a l'autre ovaire. Lorsqu'on regarde en détail à l'intérieur d'un ovaire, on peut y voir des follicules, qui sont des sortes d'usines, qui vont être capables de créer chacune un ovule. On va reparler en détail de tout ce qui se passe dans les ovaires dans les prochaines diapositives. On peut voir que les ovaires sont reliés à l'utérus par un ligament et on peut également observer que l'ovaire n'est pas directement collé à la trompe de Fallope. Il y a un léger espace entre la trompe de Fallope et l'ovaire et ce sont les petites lamelles de la trompe de Fallope qui vont aller attraper l'ovule au moment où il va sortir. On peut voir ici une photo au microscope d'un ovaire avec un énorme follicule. Les follicules, on considère qu'il y en a environ 700 000 à la naissance dans chaque ovaire et ils sont tous au stade primaire. Donc les petites filles, dès leur premier jour, contiennent 700 000 petites usines dans chacun de leurs ovaires et ces petites usines sont à leur premier stade, on les appelle des follicules primaires. Chaque follicule primaire contient ce qui deviendra plus tard un ovule et qui s'appelle pour l'instant un ovocyte. Il n'y aura pas création de nouveaux ovocytes tout au long de la vie, donc les filles ont un stock précis à la naissance de futurs ovules. À l'inverse des garçons, comme on l'avait vu, qui créent en permanence des spermatozoïdes tout au long de leur vie. Donc, les follicules qu'on voit ici à l'écran, eh bien, on peut voir que certains d'entre eux sont devenus un peu plus gros. On les voit ici, il y en a 5 ou 6, et lorsqu'ils se sont mis à grossir, on les appelle les follicules secondaires. Alors en fait, ce qui se passe, on peut comprendre ici qu'on va décrire ce qu'on appelle un cycle, le cycle folliculaire. C'est le cycle de transformation des follicules. Jusqu'à la puberté, tous les follicules sont à l'état de follicules primaires. Et à partir du moment où la puberté a démarré, nous verrons les raisons hormonales dans un autre cours, quelques follicules, à chaque cycle menstruel, quelques follicules vont se développer et vont devenir un peu plus gros et vont donc devenir des follicules secondaires. Pendant qu'ils se développent, ces quelques follicules secondaires vont grossir et rapidement, un de ces follicules va devenir beaucoup plus gros que les autres. Alors il va prendre le dessus sur les autres et il va même finir par bloquer le développement des autres follicules. Et habituellement, un énorme follicule va apparaître, on va l'appeler le follicule de De Graaf. De Graaf étant un des biologistes qui a travaillé dans le domaine. Donc ce follicule de De Graaf, habituellement unique, contient un ovocyte qui est en train d'évoluer peu à peu lui aussi et qui va devenir un ovule. On se retrouve donc avec un ovaire qui contient un futur ovule à disposition, les autres follicules ayant régressé. À un moment donné précis que nous verrons un peu plus tard, le follicule va recevoir une information qui va lui demander d'éjecter son ovule. On appelle ça l'ovulation. Donc le follicule va s'ouvrir, il est fusionné avec la paroi de l'ovaire et l'ovule va sortir. Il sera attrapé par une des lamelles de la trompe de Fallope et à ce moment-là, l'ovule pourra avancer dans la trompe de Fallope. À ce moment-là, le follicule qui vient de se vider de son ovule va se transformer. Il va devenir ce qu'on appelle un corps jaune. Le corps jaune va avoir un rôle pour maintenir un flux hormonal important, notamment pour maintenir la paroi utérine. On verra ça également dans un autre cours, mais donc il faut comprendre qu'il a son rôle tout au long de la continuité du cycle folliculaire. Il libère beaucoup d'hormones qui seront utiles à l'ensemble du corps. Une fois qu'il a commencé à libérer ces hormones, il va peu à peu régresser et on va finir par se retrouver à l'intérieur de l'ovaire avec un follicule qui sera totalement désagrégé et on va repartir à la situation initiale avec des follicules primaires, quelques follicules secondaires qui commencent à se développer et ainsi de suite, ce qui termine le cycle.
L'ovule, lorsqu'il est libéré, est attrapé par une des petites lamelles de la trompe de Fallope, comme on peut le voir ici. L'ovule est une grosse cellule et il n'est pas capable de se déplacer comme les spermatozoïdes, on l'avait vu, avec leur flagelle. Donc l'ovule est posé sur la paroi de la trompe de Fallope et ce sont des petits cils vibratiles à la surface de la trompe qui vont le faire avancer. Alors s'il n'y a pas de spermatozoïdes présents dans le système reproducteur, l'ovule va avancer et va peu à peu se détériorer pour disparaître. Par contre, s'il y a des spermatozoïdes qui sont présents dans la région, notamment dans la trompe de Fallope, eh bien alors à ce moment-là, un spermatozoïde éventuellement va pouvoir fusionner avec l'ovule et le féconder. Au niveau de l'utérus, il y a un phénomène important qui va avoir lieu tout au long du cycle qu'on vient de nommer. En parallèle du cycle folliculaire, l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, va se développer. On voit à l'écran ce qu'on appelle un cycle menstruel et on voit qu'il s'étire sur 28 jours. 28 jours étant une moyenne pour un cycle menstruel. Alors on commence un cycle par le premier jour des menstruations, c'est-à-dire que on est à la surface ici de l'utérus et on voit que la paroi de l'utérus, l'endomètre précisément, qui avait été créé le cycle précédent, eh bien n'a pas a priori accueilli d'embryon et donc l'utérus va se débarrasser de sa paroi et c'est ça qui va créer les règles ou les menstruations. Donc l'endomètre qui se détache peu à peu pendant plusieurs jours de la paroi utérine et ça va créer un endomètre d'une épaisseur relativement faible. Peu à peu, les jours avançant, on va voir que l'utérus va à nouveau recréer un endomètre les jours passant pour éventuellement accueillir un futur embryon. Et on voit que rendu au 28e jour, l'endomètre est à son maximum. Il peut recevoir un embryon si un ovule fécondé arrive et s'installe ici. Sinon, eh bien, il va à nouveau se détacher et on va se retrouver au début du cycle ici. Donc au niveau de l'utérus, il y a un cycle de destruction de l'endomètre précédent et de reconstruction d'un endomètre. L'utérus a également dans sa paroi des muscles, on les appelle les muscles utérins, et ces muscles vont être contractés au moment de l'accouchement. Donc ce sont eux qui sont responsables de ce qu'on appelle les contractions et qui vont permettre la sortie du bébé au moment de l'accouchement. On a parlé du col de l'utérus au début du cours, on y revient un petit peu. Le col de l'utérus, donc, c'est la séparation entre le vagin et l'utérus. On peut voir ici le bébé qui est à l'intérieur de l'utérus. À proprement parler, il est dans le sac amniotique, on y reviendra un peu plus tard dans le cours. Et on peut voir ici que le col de l'utérus est relativement épais et qu'il est fermé. Donc, tout au long de la grossesse, cela crée une barrière de protection entre le bébé et l'extérieur, puisque le vagin en dessous, lui, est connecté à l'extérieur. Alors, le col de l'utérus, au moment où, dans les heures qui vont approcher l'accouchement, va se transformer. Étant donné que le corps est prêt et que bébé doit sortir, il va falloir faire disparaître ce bouchon, en fait, cette barrière qui sépare le vagin et l'utérus. Donc le col va s'effacer, c'est-à-dire qu'il va diminuer en épaisseur et en parallèle il va s'ouvrir. Donc on peut voir ici l'ouverture du col de l'utérus et on dit qu'il va se dilater, s'ouvrir peu à peu jusqu'à ce qu'il ait un diamètre suffisant pour que la tête et le corps du bébé puissent passer. On considère qu'à 10 cm de dilatation, le bébé normalement est prêt à sortir. On revient un petit peu sur le vagin et on va aller se rapprocher de la zone externe du système reproducteur féminin. Donc le vagin, c'est un conduit qui a la forme évidemment complémentaire du pénis. Son objectif, eh bien, c'est de permettre au pénis d'envoyer le sperme au moment de l'éjaculation en direction de l'utérus. Le vagin est capable de se lubrifier, on verra ça un petit peu plus loin, et il est directement connecté à l'extérieur. La zone externe du vagin, on y vient juste après, s'appelle la vulve. On voit ici une vulve. Alors la vulve, comme on peut le voir, elle mène au vagin. On a l'orifice vaginal ici, qui est recouvert de 2 couches de peau. On a un premier repli de peau qu'on appelle les petites lèvres, et on a également un autre repli de peau un peu plus épais qui s'appelle les grandes lèvres.
juste au-dessus de l'orifice vaginal, à l'intérieur des petites lèvres, on peut voir le méa urinaire. Alors c'est comme pour le système excréteur masculin, où on voyait l'urètre qui était intégré au système reproducteur, l'urètre faisant partie du système excréteur. Et bien c'est la même chose pour les filles. Le système excréteur est connecté dans la même zone que le système reproducteur, le méa urinaire, est juste au-dessus de l'orifice vaginal. En haut des petites lèvres, on a le clitoris qui est l'équivalent du pénis et du gland chez les garçons, et qui est une zone très sensible qui va être responsable de l'excitation au moment des rapports sexuels. On y revient juste après, on va voir d'où vient le clitoris dans son évolution à l'intérieur du ventre de notre mère quand on a un début de sexe, un bourgeon sexuel. On termine par rappeler ici que ce sont les grandes lèvres, et aussi par dire qu'à partir de la puberté, eh bien évidemment, la vulve dans sa partie supérieure va se recouvrir de poils. Ici on voit ce qui va mener au clitoris, et c'est intéressant d'observer ces échographies qui ont été retravaillées. On peut voir que garçons et filles, dans les premières semaines du développement à l'intérieur du ventre de notre mère, eh bien on a le même bourgeon sexuel, c'est-à-dire qu'on a dès le départ à peu près les mêmes formes qui apparaissent entre nos jambes. Donc notre système reproducteur, notre appareil génital est similaire. Et c'est par la suite qu'il va évoluer. Pour les garçons, on voit que ce bourgeon sexuel ici va s'étirer, va créer le pénis et le gland, et que pour les filles, on voit qu'il va s'intégrer et rentrer à l'intérieur pour former le clitoris. Donc on comprend bien que la zone la plus sensible chez les garçons, c'est le pénis et surtout le gland. C'est la zone qui permet l'excitation. Et bien c'est la même chose chez les filles, donc c'est au niveau du clitoris que la zone la plus excitable est située. On va aborder maintenant une question qui intéresse et inquiète éventuellement la plupart des jeunes filles avant leur premier rapport sexuel. C'est la présence d'une petite membrane qui est située à l'entrée de l'orifice vaginal et qui s'appelle l'hymen. Alors cette petite membrane déjà n'est pas toujours présente. Chez certaines filles, il n'y en a pas, ou elle a pu disparaître à un moment donné, après certaines activités sportives par exemple. Alors si elle est là, il est vrai que lors du premier rapport sexuel, cette membrane peut se déchirer et se rompre, et ça peut créer un petit saignement. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas ça qui crée les douleurs lors des premiers rapports sexuels, c'est plutôt la crispation de la situation qui est nouvelle et qui est stressante. Donc il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça, même s'il y a quelques petits saignements, de toute façon, ce n'est pas si grave, et c'est surtout donc le fait d'être stressé et de vivre une nouvelle expérience qui va créer la gêne ou l'inconfort lors des premiers rapports sexuels. On finit par la présence de petites glandes qui sont capables de lubrifier l'intérieur des petites lèvres et l'entrée du vagin. Ce sont les glandes de Bartholin. Alors c'est l'équivalent des glandes de Cooper qu'on avait vu dans le système reproducteur masculin. Donc elles vont libérer peu à peu un petit liquide lubrifiant pour permettre la pénétration et pour limiter les frottements et les frictions lors des rapports sexuels. À noter au passage que les rapports sexuels, dans leur nom scientifique, sont appelés coït. Voilà qui termine le cours sur le système reproducteur féminin.